police. Pour les hommes de la crime, la perquisition de ce matin est déterminante. Peut-être l'aboutissement de 4 mois d'enquête. Bonjour. Bonjour, madame. Les policiers veulent mettre un coup d'arrêt à une série de braquages qui traumatisent les petits commerçants de quartier. Stop. C'est la police. C'est quoi ton blase? Je l'ai mis. Il est où, Il est de l'autre côté, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Eh, tranquille. Cet individu n'est pas celui que les enquêteurs recherchent, mais ils ne vont pas tarder à trouver leur homme. Ah, pour voler à ma armée, maman. J'ai rien volé. Ils viennent pas ici pour rien, le flic, hein, franchement. Ils viennent pas comme ça. Ce matin, ce qui intéresse les policiers, c'est d'obtenir des preuves. Sans elles, c'est toute leur enquête qui pourrait être remise en question. On a appelé les collègues, c'est bon? Ouais, c'est bon, ils sont avec collègues. Après quelques minutes de fouille, les enquêteurs vont tomber sur un accessoire qui les intrigue fortement. Une cagoule artisanale. C'est quoi ça? Oh, c'est rien de grave, c'est quand on joue. Non, mais c'est rien. C'est rien de grave. Madame, vous pouvez venir avec moi, madame? J'ai question à vous poser. Les policiers aimeraient découvrir les auteurs d'une série de vols à main armée qui agitent la région. S'agit-il de l'œuvre d'un seul homme ou d'une bande organisée? Les enquêteurs espèrent enfin obtenir les réponses à toutes ces questions. Les braquages de petits commerces, un phénomène criminel qui se joue un peu partout sur notre territoire. Depuis 1 an, Mulhouse est au cœur du problème et pas moins de 21 vols à main armée ont déjà eu lieu. Des attaques violentes, souvent traumatisantes. Et depuis quelque temps, les malfaiteurs n'hésitent pas à employer des moyens disproportionnés pour dérober quelques centaines d'euros. Cocktail Molotov, marteau, couteau, pistolet, tout y passe. Peu à peu, l'inquiétude s'est installée dans les rues de la ville. Un sentiment d'insécurité auquel la police de Mulhouse tente de mettre un terme. Et tout particulièrement les hommes de la brigade criminelle. Leur quotidien, des meurtres, des enlèvements et depuis quelques semaines, une série de braquages qui touchent spécifiquement les bureaux de tabac. Pour élucider cette affaire, la crime compte sur 2 enquêteurs expérimentés. José, 43 ans, a passé 8 ans dans les quartiers sensibles de la région parisienne avant de rejoindre la crime de Mulhouse. Les vols à main armée sont un peu sa spécialité. Tu as la vidéo là, Calé? Ok, j'arrive. À ses côtés, un brigadier chef de 43 ans, Stéphane. Dans sa famille, on est policier de père en fils depuis 4 générations. Un héritage précieux qui l'aide chaque jour sur le terrain. Je vais prendre mon petit calepin pour mettre des notes. Depuis 1 an, 10 tabacs ont été victimes de vols à main armée sur Mulhouse. Le dernier en date s'est produit 3 jours plus tôt. Tu vois, c'est cette fille-là. Les policiers se demandent s'ils ont affaire à un ou plusieurs hommes. Elle a suivi du regard. Avec ce nouveau braquage, José et Stéphane espèrent obtenir quelques éléments de réponse. On sait qu'il y a eu un vol à main armée commis par un individu à 13h45 dans un débit de tabac et on sait rien d'autre. Voilà. Pour l'instant, les enquêteurs n'en savent pas plus. Mais une nouvelle donnée pourrait faire démarrer leur enquête. Les caméras de vidéosurveillance du dernier tabac braqué ont filmé le vol en intégralité. Et voilà ce que les policiers vont découvrir. Comme à chaque fois, tout s'est passé très vite, en 28 secondes exactement. À peine rentré à l'intérieur du tabac, le voleur pointe son arme en direction des 2 employés derrière le comptoir. Tandis que la première s'éclipse dans l'arrière-boutique, la seconde, acculée et sous le choc, s'empresse de vider le contenu de son tiroir-caisse pour le remettre au malfaiteur. Mais pas seulement. Regarde. Regarde ce qu'elle lui donne. Regarde. Des au rouge. Il demande des au rouge. Une marque de cigarette comme indice. Cela peut paraître anecdotique, mais pourtant les policiers vont s'en servir tout au long de leur enquête. Autre détail qui a son importance, la tenue vestimentaire du suspect. Un sweatshirt de couleur sombre aux inscriptions fluorescentes orange. C'est important de noter tous ces petits détails. Ah oui. Et c'est peut-être des détails qui serviront tôt ou tard. Dans cette affaire, chaque détail compte,
car le voleur s'est montré extrêmement prudent. Son visage était masqué et il portait des gants. Et tu vois, regarde, il touche rien. Non. Il touche rien, c'est vite fait. Et il connaît. Il a rien touché, il s'est fait remettre, donc on n'a pas de police technique et scientifique. Aucune empreinte, pas d'ADN, rien. La tâche s'annonce difficile pour les enquêteurs. Alors pour tenter de définir le profil de leur suspect, ils vont regarder la vidéo du braquage à plusieurs reprises, à la recherche du moindre indice. Après une demi-heure de visionnage, les policiers vont s'attacher à la seule caractéristique physique exploitable, la taille de l'individu. Laisse-le se mettre bien droit. Clac. Voilà. Regarde par rapport au meuble là, c'est peut-être 1 centimètre en dessous là. Lui il doit bien faire. Plus d'un mètre 80. Il faut qu'on aille vérifier, il faut qu'on aille mesurer là. Hein. Définir le profil du suspect en partant de sa taille. Voilà à partir de quoi José et Stéphane vont pouvoir démarrer leur enquête. Cet élément va peut-être permettre aux policiers de remonter la trace de ces braqueurs en série de petits commerces. Alors José et Stéphane partent immédiatement sur le lieu du vol pour vérifier leur première constatation. Bonjour. Ça va? Pour connaître la taille présumée du suspect, les policiers sont venus mesurer la hauteur du distributeur de boissons. Car sur les images de vidéosurveillance, ils ont remarqué que la tête du braqueur se trouvait au même niveau que le haut du meuble. Combien? À 82. Le malfaiteur serait donc un homme de grande taille. Une indication précieuse pour les enquêteurs, car cet employé, pourtant présent au moment des faits, ne se souvient d'aucun détail en particulier. Ok. Vous avez eu peur? Oui, très. Ça a duré longtemps? Non, 1 minute même pas, 1 ou 2 minutes. Et c'est reparti. Ah, il a reparti. Lors du vol à main armée, cette jeune femme s'était réfugiée dans l'arrière-boutique. Elle n'a donc vu l'agresseur qu'une poignée de secondes. Tout à l'heure on disait 1m82, tu vois. L'inspection de José et Stéphane n'aura duré que quelques minutes. Mais grâce à cela, les enquêteurs en savent désormais un peu plus sur l'homme qu'ils recherchent. Tu voulais voir autre chose? Le suspect serait droitier, mesurerait plus d'1,80 m et il fumerait des cigarettes fortes. Lors du vol à main armée, il portait un sweatshirt de couleur sombre aux inscriptions fluorescentes orange. L'homme au visage masqué a braqué le tabac en 28 secondes. Mais est-il passé complètement inaperçu dans le quartier? C'est toute la question que les enquêteurs se posent. Alors pendant plusieurs jours, José et Stéphane vont interroger les riverains qui vivent autour du tabac. Soit une dizaine de pâtés de maison à visiter, avec toujours la même question. Quelqu'un a-t-il vu un homme masqué avec un sweatshirt de couleur sombre aux inscriptions fluorescentes orange? Là c'est la police. Vers 15h vendredi dernier, vous avez rien vu de. Du tout, hein? Vous avez rien de particulier, hein? Les jours passent et les enquêteurs sont toujours à la recherche du moindre indice. Autour de 15h, vous n'avez rien remarqué de particulier? À la recherche de la moindre information qui pourrait les aider à remonter jusqu'au braqueur. Mais toujours rien. La persévérance des policiers va finir par payer ce jour-là. Dans ce pavillon, une témoin va enfin apporter de nouveaux éléments aux enquêteurs. Ouais, attention, il y a un clébard. Le jour du braquage, elle affirme avoir vu un homme de grande taille qui dissimulait son visage sous une capuche. Puis je l'ai vu. Et puis, il regardait droit devant lui, il regardait pas les maisons alentour, rien. D'accord. Et la taille du type? Plus grand que moi. Un petit peu plus grand. Excusez-moi, 80, 85. un tout petit peu plus grand que vous. Une taille qui correspondrait à celle du braqueur. Et plus les minutes passent, plus la témoin se fait précise. Alors quand les policiers lui soumettent les photos des vêtements portés par le malfaiteur ce jour-là, la réponse est sans équivoque. Ça veut dire quelque chose, ça? Et les inscriptions Super étaient comme photo, ça. ouais. En cercle, en arc de cercle comme ça. Et devant, c'était droit. D'accord. Et c'était orange. Orange. Vraiment fluo. Quelque chose qui se voit bien la nuit. Orange fluo, tout comme la couleur du sweatshirt porté par le braqueur. La témoin a donc bien reconnu le suspect. Une information qui peut passer pour un détail, mais cette femme va livrer aux policiers un élément particulièrement précieux pour leur enquête. Et l'horaire? L'horaire, écoutez, il était 16h, 16h05. Vous êtes sûr de l'heure? Sûr, parce que j'ai regardé l'heure avant de sortir. Ouais. C'est une habitude que j'ai. La témoin
aurait aperçu le suspect à 16 h, soit 1 heure après le vol à main armée. Maintenant, tout le travail des policiers va être de savoir ce que cet homme a bien pu faire durant ce laps de temps. Car voici la configuration des lieux. Du tabac jusqu'à la maison de cette témoin, il n'y a que 300 mètres. Il se pourrait donc que l'homme se soit caché quelque part, voire même qu'il habite le quartier. Merci en tout cas. Merci. Au revoir. Bah, ça confirme que le gars, il a agi, il a fait le braquage. Et après le braquage, avant de prendre la fuite, il s'est mis Il à s'est la caché rue, quelque part. dans un hall d'immeuble, pas forcément chez une connaissance. Hein. Il y a forte chance, mais Ouais. peut-être dans un hall d'immeuble, en attendant que ça redevienne plus calme sur le secteur pour sortir et ça colle. Hein. Il est ressorti 1 heure après. Quoi. D'après la témoin, le suspect serait probablement resté dans le quartier après le braquage. Cela signifie-t-il qu'il est un habitué du secteur ou qu'il a ses entrées ici? Pour en savoir davantage, les policiers vont devoir aller au-delà de l'enquête de voisinage. Alors, pour poursuivre leurs investigations, les hommes de la crime vont reprendre l'enquête depuis le départ. Notamment en auditionnant les personnes impliquées dans cette affaire. À commencer par la 2e employée du tabac. Oui, bonjour. Ah, c'est vous? Ça va? Oui, c'est moi. C'est par là. Pendant 28 secondes, cette femme s'est retrouvée face à face avec le suspect et son arme. 2 semaines après les faits, l'employé est encore choqué. Et après 10 minutes d'interrogatoire, Stéphane va comprendre pourquoi. Ce n'est pas la première fois que cette femme se retrouve face à un homme armé. C'est le 2e vol à main armée dont vous êtes victime, hein? En l'espace de combien de temps? Il y a 2 ans, je crois. Ouais. Il y a 3 ans. Donc, vous travaillez plus là, vous avez arrêté, terminé. 2 agressions, c'est bon, non, j'en aurai pas trop de tabac. Ouais. Purée. J'ai arrêté, j'arrête définitivement le reste. Suite au vol à main armée, l'employé du tabac a décidé d'arrêter de travailler. La victime est encore fragile, mais son témoignage pourrait faire avancer l'enquête des policiers. Alors Stéphane va lui demander de se souvenir du moindre détail qui aurait pu l'interpeller. Il n'y a pas un détail qui vient. Au niveau des yeux, tout ça, il avait les yeux... Les yeux, j'ai pas regardé ses yeux. Vous n'avez pas regardé les yeux. Non, Hein. quand même, non. Comme dit, j'ai regardé. Et la que peau? les yeux. L'audition se poursuit et l'enquêteur n'a toujours rien obtenu. Mais au bout d'une demi-heure, l'employé va finir par révéler aux policiers un souvenir bien précis concernant son agresseur. Mais il avait Il a- vraiment il a- une cagoule comme les motards. Oui, Donc, d'accord. la cagoule de motard, la casquette, la Ouais. capuche. Une cagoule, hein, c'est ça? De motard, hein. Oui, mais c'était... On voyait juste 3 Ouais, voilà. 2 yeux et la bouche. Ouais. Ou on voyait la bouche ou pas? Ou juste les Je yeux? sais plus, mais les yeux, oui, c'est sûr, mais je sais plus la bouche. Pour la victime, le braqueur portait une cagoule. Un nouvel élément qui pourrait s'avérer décisif si des perquisitions ont lieu par la suite au domicile du suspect. Et vous n'avez pas fait attention à la couleur des yeux, hein. Non, pas du tout. L'audition continue, mais l'enquêteur n'en apprendra pas plus. J'accompagne. Pardon. Après 2 semaines d'enquête sur ce braquage, les policiers peuvent déjà dresser un premier bilan. L'homme qu'ils recherchent serait grand et droitier. Et lors du vol, il portait une cagoule et un sweatshirt de couleur sombre aux inscriptions fluorescentes orange. Dernier détail qui a son importance, le suspect fumerait une célèbre marque de cigarettes au paquet rouge. Ces indices peuvent paraître faibles, mais au contraire, ils sont très instructifs. Et notamment pour José. Il lui rappelle étrangement une autre affaire qui s'est produite dans le même quartier 3 mois plus tôt. La victime était déjà un bar tabac. Après avoir relu le procès-verbal de l'époque, le policier va maintenant se replonger dans les images prises par les caméras de vidéosurveillance. Des images qui vont révéler une certaine similitude entre les 2 attaques. Voilà, individu. Sur la vidéo de ce premier braquage, le voleur cache son visage derrière une écharpe. Après être rentré dans le tabac, il vient calmement au comptoir pour acheter des cigarettes d'une célèbre marque au paquet rouge. Des cigarettes qu'il va régler en petite monnaie afin d'avoir le temps d'observer le contenu de la caisse. Il fait mine de repartir quand soudain, il fait volte-face et braque une arme en direction de l'employé. En quelques secondes, le voleur s'empare de l'argent, puis disparaît. Une vidéo
très intéressantes pour l'enquêteur. On pense au prime abord qu'on n'a pas grand-chose, mais à bien y regarder, en fait, on a quand même beaucoup d'éléments. Voilà. Premier élément repéré par José. Lors des 2 braquages, les malfaiteurs se sont fait remettre des paquets de la même marque. Et pour l'enquêteur, ce n'est qu'un début car un autre détail l'intéresse déjà. Donc on voit, on a affaire à un individu, masculin, voilà, qui mesure 1,82 m puisqu'on a mesuré par rapport au décor du bureau de tabac. Il y a 3 mois, José avait mesuré la hauteur du meuble situé à droite de la caisse. Selon son estimation, le suspect de ce premier braquage mesurerait plus d'1,80 m. Une taille qui correspond à celle du deuxième braqueur. C'est même mode opératoire, l'arme est quasi identique, l'individu même taille, même corpulence. Alors pour essayer de découvrir si le même homme aurait pu commettre les 2 vols à main armée, José va poursuivre cette enquête commencée 3 mois plus tôt, en s'intéressant une nouvelle fois aux vêtements portés par le suspect ce jour-là. Et ce qui est intéressant dans notre affaire, c'est le survêtement en question. Vous voyez que c'est très spécifique. Lors de cette première enquête, José avait remarqué sur les images de vidéosurveillance 2 indices intéressants. Le jour du vol, le malfaiteur portait un pantalon bleu de marque italienne et un haut de survêtement bien particulier. Le logo bien particulier. Dans le dos, vous allez voir, on voit qu'il est sponsorisé par... avec du orange fluo. Voilà, vous voyez ici. Et voilà, l'individu qui revient armé qui braque. Durant leurs investigations, les policiers ont réussi à retrouver la trace de cette veste spécifique. Elle aurait été vendue par un club de football amateur de Mulhouse durant la saison 2008. Une piste sérieuse que les enquêteurs comptent bien exploiter. Après avoir insisté auprès du club de foot, Stéphane a enfin obtenu la liste de toutes les personnes ayant acheté ce haut de survêtement, il y a maintenant 5 ans. Il se pourrait que le premier braqueur se cache parmi ces 50 noms. Sur les vidéos qu'on a du braquage, on s'aperçoit que l'individu porte le jogging correctement. Il n'est pas trop grand, pas trop petit, on voit que c'est à sa taille. Donc comme on a mesuré qu'il fait 1,82 m, j'ai demandé quel joueur de toute cette liste pouvait correspondre au signalement de notre agresseur, c'est-à-dire au moins 1,82 m. Selon les indications fournies par les responsables du club, seuls 3 individus, 3 hommes de plus d'1,80 m ont acheté cette veste. C'est donc avec eux que Stéphane va débuter ses recherches. Donc on va orienter un peu l'enquête sur ces 3-là, on va les convoquer, on va les entendre, on va leur demander de nous ramener le survêtement. Mais avant de convoquer ces 3 hommes, l'enquêteur va d'abord se renseigner sur leur emploi du temps, le jour du premier braquage. Oui, bonjour monsieur, je suis du commissariat de Mulhouse, brigade criminelle. Oui, vous pouvez me donner votre adresse, s'il vous plaît? Après quelques coups de fil, le policier a déjà écarté les 2 premiers hommes car il dispose d'un alibi sérieux. Au revoir. En revanche, Stéphane va convoquer le 3e individu. L'homme n'a pas réussi à justifier clairement aux enquêteurs ce qu'il faisait le jour du vol à main armée. L'audition de cet homme aura lieu cet après-midi. Une opportunité qui permettra peut-être aux enquêteurs de trouver de nouveaux indices pour retrouver la trace du ou des voleurs. Quelques heures plus tard, au commissariat de Mulhouse, José reçoit en audition l'homme de plus d'1,80 m qui a acheté la même veste que celle portée par le premier braqueur. Bon, Joséphine, on a besoin de vous entendre sur 2-3 petits trucs. Pas personnellement vous. Par rapport à l'environnement du club de football, un survêt noir avec orange. Ça vous cause? Ça va être noir, oui, mais là je disais pas. En orange dans le dos. José ne dit rien. Pourtant, selon les indications fournies par le club de football amateur, cet homme aurait bien acheté cette veste. Alors l'enquêteur va aller droit au but. Si je vous montre une vidéo avec un individu qui commet un vol à main armée, est-ce que peut-être vous seriez capable de reconnaître quelqu'un? Si c'est quelqu'un avec qui j'ai joué, oui. Je vous montre juste la vidéo, vous venez voir à côté de moi, je vous montre. Ce visage, franchement,
franchement, je crois pas. L'homme ne reconnaît ni le survêtement ni le braqueur. Mais José se demande si le braqueur ne pourrait pas être tout simplement l'homme à côté de lui. D'après la vidéo, le voleur serait fumeur et droitier. Alors l'enquêteur va vérifier si cet homme l'est aussi. Si vous voulez fumer, vous pouvez fumer. Hein. Non, y a pas de souci. Vous êtes fumeur? Je suis fumeur. On s'en fume une? Ah, merci. En seulement quelques phrases, José a obtenu les réponses à ses questions. L'homme est bien droitier et fumeur. L'enquêteur commence sérieusement à avoir des doutes. Alors, il va tout simplement poser la question à l'homme qui est assis en face de lui. Vous voyez, le type là, il fait 1m82, 80, entre 1m82 et 1m85, le gars, qu'on vous a montré. Donc c'est déjà quelqu'un de grand. C'est quelqu'un de grand. Fin. Comme vous, quoi, un peu. C'est pas vous, des fois. Franchement, non, ça me dit non. Sérieux, non. Ça me dit, franchement, je vois pas l'intérêt. Après. José ne dit plus un mot et laisse le malaise s'installer. Pour savoir si l'homme n'a vraiment rien à se reprocher, l'enquêteur va même aller encore plus loin dans son questionnement. Vous voyez pas d'inconvénient à ce qu'on prenne votre ADN? Vraiment pas, ouais. Aucun? Aucun souci, ouais. Parce qu'on a l'ADN du mec, mais... Pas de problème. Pour José, c'est un signe. Si l'homme est prêt à confronter son ADN avec celui du braqueur, c'est qu'il n'a probablement pas commis le premier vol à main armée. Après une demi-heure de questions-réponses, l'audition prend fin. Allez, une petite griffe. Bon, bah monsieur. Merci à vous. Merci. On me dit bon J'ai vos courage. coordonnées, et puis Y a si pas de jamais il y avait souci, quoi que ce ça, soit, y a pas de problème. ok? Ouais, ils ont dit si je peux me rendre disponible. Ça marche. C'est gentil. Merci à vous. Merci. Finalement, José ne prélèvera pas l'ADN de cet homme car il ne lui sert à rien. Sans celui du braqueur, impossible de les comparer. Là, j'ai un problème. Audition, constatation, enquête de voisinage, cela fait maintenant plusieurs semaines que José et Stéphane mettent tout en œuvre pour remonter la piste des braqueurs. Et après plus de 3 mois d'enquête, la persévérance des policiers va finir par payer. Un élément précieux va faire son apparition grâce à un coup de fil anonyme. J'ai eu un appel téléphonique hier soir et il m'a parlé qu'un certain aurait fait le coup. Pour respecter son anonymat, nous appellerons cet homme Akram. Avec ce simple prénom, Stéphane va tout de suite trouver dans le fichier des auteurs de crimes et délits un profil très intéressant. Dans tout le département, un seul Akram possède un casier judiciaire. Et il est déjà bien rempli. Voilà, donc il est connu pour 35 délits différents. Donc violence volontaire, hein, usage de stupéfiants, détention de stupéfiants, usage, donc 35 rôles, il a le profil. 35 délits en l'espace de 11 ans. L'enquêteur pourrait être sur une piste. Alors Stéphane va maintenant vérifier la taille du suspect. Au niveau de la taille, on avait mesuré que l'auteur devait faire au moins 1m82. Et là, sur sa fiche Canonge, comme je disais, on a les particularités physiques, on a sa taille, et sa taille, donc il fait 1m84. Une taille qui correspondrait à celle du ou des braqueurs. Le tuyau obtenu grâce au coup de fil anonyme semble être intéressant. Alors avec son collègue José, Stéphane va désormais se mettre sur la piste de ce multirécidiviste. Et pour obtenir plus d'informations sur cet homme, au-delà des fichiers de la police, les enquêteurs vont se rendre sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Ils sont tellement crétins des fois qu'ils se mettent même en photo après avoir fait des... après avoir commis des... Ouais. Ou des fois ils s'en Des vantent. sommes d'argent, des choses comme ça, ou alors ils s'en vantent, oui, exactement. J'ai regardé s'il a quelques photos sympas, quoi. Méticuleusement, Photo de lui. José va scruter chaque photo, chaque commentaire, à la recherche du moindre indice qui pourrait lui permettre d'en apprendre un peu plus sur Akram. Ouh. Regardez, avec le beau survêt officiel US. Sur cette photo, le suspect porte un sweatshirt de marque identique à celui porté par le deuxième braqueur. En revanche, le motif change, ainsi que la couleur.
Alors les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Et après avoir visionné plusieurs dizaines de photos, José va finalement repérer un détail sur l'une d'entre elles. Ah, regarde. Regarde là. Ouais, Qu'est-ce que tu vois sur le bord de la fenêtre? un paquet de 2 paquets de rouges. Ils commencent à me plaire. En effet, lors des 2 vols à main armée, le ou les braqueurs se sont fait remettre des cigarettes de la même marque, en plus du contenu de la caisse. Et plus les minutes passent, plus les policiers collectent de nouveaux indices. de braquer, quoi. Avec regarde la position de la main, avec le coude relevé, ouais. Le suspect serait donc droitier, un autre point commun avec les braqueurs. Mais ce qui intéresse le plus José et Stéphane sur ces photos, c'est le style vestimentaire de cet homme. Et regarde, toujours en survêt, hein. Regarde, toujours en survêtement de foot, hein. Regarde. Du orange. L'Olympique de Marseille, là, qu'est-ce que c'est ça? Chelsea. Lors des 2 vols à main armée, les braqueurs portaient des survêtements. Pour les policiers, l'information délivrée par l'auteur du coup de fil anonyme pourrait être fiable. Mais avant d'aller plus loin, ils vont d'abord s'assurer qu'Akram aurait bien pu commettre ces vols. S'il est incarcéré ici. Ouais. Une vérification qui va prendre seulement quelques minutes à Stéphane, grâce à une autre base de données de la police. J'ai localisé l'individu. Donc il est en détention à la maison d'arrêt de Mulhouse depuis le 14 avril. Et donc le braquage avec le haut noir et orange, Ouais, c'était le 3 mai. Hein. c'était le 3 mai. Ouais. Ça pouvait pas être lui, quoi. Par contre, février, il n'était pas en prison. Donc ça colle. L'enquête se complique pour les policiers. Si l'homme dénoncé par le coup de fil anonyme pourrait avoir commis le premier vol à main armée, lors du second, il était déjà incarcéré pour violence conjugale. L'hypothèse d'un seul homme impliqué dans les 2 braquages devient improbable. Désormais, José et Stéphane ne recherchent pas un, mais 2 hommes. Même si leur principal suspect est déjà en prison, les enquêteurs aimeraient organiser une perquisition à son domicile, afin de trouver des éléments permettant de le confondre. Mais avant de mettre en place une telle intervention, José et Stéphane vont d'abord Allez, ça va. procéder à un petit repérage discret. Allez, on n'oublie rien là. Allez, action. Leur destination, la dernière adresse connue d'Akram, l'homme suspecté d'avoir commis le premier braquage. En se rendant sur place, les policiers espèrent en apprendre plus sur lui, et notamment s'il vit avec quelqu'un. L'opération est délicate. Si le prénom obtenu grâce au coup de fil anonyme est le bon et que les policiers se font repérer, les preuves que les enquêteurs recherchent depuis maintenant plusieurs semaines pourraient disparaître. Non, j'ai demi-tour, j'ai demi-tour. Alors pour passer inaperçu dans la rue du suspect, José a demandé à Isabelle, une collègue, de l'accompagner. Pour cette mission, ils se feront passer pour un couple en promenade. Viens, Zouzou, on y va, nous, on fait des amoureux. On cherche un appart, on va regarder. C'est sur la gauche, hein. Tiens, je me mets là, comme ça, tu peux voir, là. C'est la dernière au fond, là. Durant le repérage, Stéphane, le collègue de José, restera en appui dans la voiture, au cas où. Pour préserver la couverture des enquêteurs et suivre l'opération, nous avons équipé José d'une caméra discrète, placée dans sa veste. On va voir s'il y a encore son nom sur la boîte aux lettres, ou alors voir s'il y a un autre nom sur la boîte à lettres. Les policiers ont de la chance. La porte d'entrée est cassée, ils peuvent donc rentrer dans l'immeuble sans éveiller les soupçons. José ne perd pas de temps et jette un rapide coup d'œil sur les boîtes aux lettres, pour trouver celle d'Akram. Et quelques secondes plus tard, les enquêteurs ressortent avec un nouvel élément d'information. Eh ben, il vit pas tout seul, le coyote. Et ça c'est peu de bon quand même. Sur la boîte aux lettres d'Akram, José a relevé un deuxième nom, qui semble déjà évoquer quelque chose aux enquêteurs. Sur les boîtes aux lettres, on a trouvé son nom, mais avec un autre nom, qui nous dit quelque chose. Bref, donc c'est connu de chez nous, mais on va faire des vérifications. Grâce à ce repérage, les policiers ont une nouvelle information à exploiter. Reste maintenant à déterminer le rôle de cette personne dans toute l'affaire. Et vous allez voir qu'à partir d'un simple nom sur une boîte aux lettres, les enquêteurs vont obtenir de précieux éléments. De retour au commissariat,
José et Stéphane n'ont qu'une idée en tête. Vérifier si le deuxième nom trouvé à l'adresse du suspect est déjà connu de leur service. Pour obtenir la réponse, Stéphane va le taper dans le STIC, le logiciel de traitement des infractions constatées. Quelques secondes plus tard, le résultat va dépasser les attentes des enquêteurs. Infraction de justice. Ouf. Oh purée. Combien de rôles au STIC là? Ah ouais. On va imprimer parce que je crois qu'on est dans le... On est nouveau sur un bon. Le deuxième nom trouvé sur la boîte aux lettres d'Akram correspond à celui d'un homme déjà interpellé à 22 reprises. Et en poursuivant leurs recherches, les policiers vont faire une découverte qu'ils vont s'empresser de partager avec Olivier, le chef de la brigade. Bingo. Ils ont les mêmes parents en fait. Ce il a pris le nom du père et il a pris le nom de la maman. Ils ont les mêmes parents. Ouais. Mais un a pris la mère et banal. Voilà. Mais en fait, D'accord. c'est frangin. Incroyable. Akram, à gauche, qui est déjà incarcéré, vivait avec son petit frère ici à droite. À ce stade de l'enquête, les policiers se demandent si les deux braquages ne pourraient pas être l'œuvre d'une seule et même fratrie. D'autant que si le grand frère est déjà en prison, ce n'est pas le cas du plus jeune. Ah, libéré. Lui, il est pas en tôle, contrairement à son frère, et il est pas en maison d'arrêt. Le frère d'Akram aurait donc pu commettre le deuxième braquage. Celui où l'agresseur portait une cagoule et un sweatshirt de couleur sombre, aux inscriptions fluorescentes orange. Donc l'étau se resserre. L'étau se resserre. L'étau se resserre. José et Stéphane soupçonnent ses frères d'être les auteurs des 2 vols à main armée. 2 braquages de bar tabac qui viennent s'ajouter aux 8 autres de l'année. Mais pour pouvoir incriminer les 2 hommes pour ces 2 vols, les policiers vont devoir maintenant trouver des preuves matérielles. Une recherche qui va se révéler riche en rebondissements. Le lendemain, les enquêteurs poursuivent leurs investigations dans les archives de la police. Après avoir identifié les suspects des braquages, Olivier et Stéphane vont maintenant chercher dans les antécédents judiciaires des 2 frères des informations qui pourraient leur permettre de les confondre. Et c'est sur Akram, l'aîné, suspecté d'avoir commis le premier vol, que des éléments semblent apparaître. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? Comme Akram est actuellement en prison pour violence conjugale, les enquêteurs vont rechercher des mains courantes qui auraient pu être déposées à son encontre par le passé. Je tombe sur une main courante signalée donc le 9 janvier 2013 par... c'est la concubine là, de... Pour un différend familial. Et là, j'ai un téléphone. Je ne sais pas si vous l'avez celui-là. 06 59. Grâce à cette main courante, les policiers connaissent le numéro de portable de la compagne d'Akram. Un élément qui a son intérêt pour les enquêteurs. Car pour passer leur coup de fil incognito, certains délinquants se servent du téléphone de leur conjointe. Et avec un simple numéro, les policiers peuvent connaître nos moindres faits et gestes. Et ce, grâce à la facture détaillée. Qu'est-ce que vous espérez apprendre là, avec la facture détaillée? Si c'est le téléphone qu'il utilise, éventuellement voir si ce téléphone n'était pas éteint au moment des faits. Sur simple réquisition auprès de l'opérateur téléphonique, Stéphane va pouvoir obtenir la liste de tous les appels entrants et sortants sur le téléphone de la compagne d'Akram. Et une date en particulier l'intéresse. Donc avec ce numéro, je vais faire une facture détaillée pour la journée du 6 février. Cette date, c'est celle du premier braquage. Au moment des faits, Akram n'était pas encore incarcéré. Il aurait donc pu commettre ce vol à main armée. Quelques heures plus tard, Stéphane a déjà obtenu la réponse de l'opérateur téléphonique. J'ai eu la fallette, Olivier. Le premier réflexe de l'enquêteur va être de contrôler l'activité du téléphone de la compagne d'Akram au moment du premier braquage. Donc le braquage, c'était donc à 15h25. 15h25, voilà. Donc il y a un trou au niveau de la téléphonie de 15h20 à 17h32. Selon la facture détaillée, le portable de cette femme s'est éteint quelques minutes avant le braquage et s'est rallumé 2 heures après. Une coïncidence troublante pour l'enquêteur.
mais la facture n'a pas encore livré tous ses secrets. Ça, c'est lui l'actuel. Ces 2 séries de lettres et de chiffres correspondent à 2 antennes relais situées dans le périmètre du tabac braqué. Peu de temps avant le vol, le portable était donc à proximité, ainsi que 2 heures après les faits. Ces nouveaux éléments laissent penser à Stéphane que le suspect pourrait avoir emprunté le téléphone de sa compagne ce jour-là. Donc on sait qu'il était sur le secteur, au vu de la géolocalisation, parce qu'il active des bornes qui sont sur le secteur de et que pendant la période du braquage, il a coupé son téléphone. Donc sur tous ces éléments, il faut qu'il s'explique. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. En continuant d'examiner la facture détaillée, Stéphane va s'apercevoir qu'un numéro revient régulièrement. Après vérification, il appartiendrait à un homme bien connu de la police. Il est connu pour des violences volontaires, des violences avec armes, vol avec effraction, évasion même, donc il était déjà en prison. Le jour du premier vol à main armée, plusieurs dizaines d'SMS ont été échangés entre cet homme multirécidiviste et le possesseur du téléphone. Alors Stéphane aimerait maintenant savoir où habite cet individu. Il se pourrait que son adresse lui donne une indication précieuse pour la suite de l'enquête. Et le policier va vite s'apercevoir que cet homme n'habite pas n'importe où. La maison qu'il occuperait se trouve à quelques centaines de mètres seulement du 2e tabac braqué. Une coïncidence de plus qui laisse planer le doute dans la tête des enquêteurs. Moi, je pense que les 2 faits sont liés, quoi. Après 4 mois d'enquête, le dossier des policiers commence enfin à s'épaissir. Ils soupçonnent d'abord Akram, aujourd'hui en prison, d'avoir commis le premier braquage lorsqu'il était encore en liberté. Ensuite, ce serait son petit frère, ici à droite, qui aurait exécuté le 2e vol à main armée. Ces 2 frères n'auraient vraisemblablement pas agi seuls, puisqu'un 3e homme intéresse aussi les enquêteurs. Mais pour l'instant, aucune preuve contre aucun de ces 3 individus. Alors les hommes de la crime vont continuer leurs investigations en se concentrant sur l'homme sur lequel ils ont recueilli le plus d'informations, à savoir Akram, le grand frère. Comme cet homme est incarcéré pour violence conjugale, il se pourrait que sa compagne ait envie de dire certaines choses aux policiers. José l'a donc convoqué en audition. Quels sont les liens qui vous attachent à Younraz? Non mais je veux dire, vous êtes le père de vos enfants? D'accord. Après quelques minutes d'interrogatoire, l'enquêteur va apprendre que le couple est séparé depuis plusieurs mois déjà. Comment ça s'est passé la séparation? C'est difficile? Après, c'était séparé, il n'a pas accepté. T'as menacé ou pas? Oui, il y a eu des menaces. Il y a eu une habitude, on va dire. L'ex-compagne d'Akram semble disposée à parler aux policiers. Pour José, c'est peut-être l'occasion d'en apprendre plus sur cet homme. Cette femme a peut-être vu ou entendu quelque chose qui pourrait faire avancer son enquête. Il vivait de quoi? On était chez vous, là. La caisse acétique. Ça représentait quoi? Un peu moins de 500. Un peu moins de 500? Oui, il donnait 200 € tous les mois. Il est quoi avec le reste de l'argent? D'accord. C'est tout? Ouais, tous les jours, donc arrête, pas vite. Il fumait beaucoup? Oui. Ouais. C'est beau. Il y a une cigarette? Qu'est-ce qu'il fumait, lui? Oh, voilà. Oh, oui. Fumeur, alcoolique et violent. Peu à peu, le profil du suspect se dessine. L'enquêteur continue l'audition en s'intéressant à la journée du premier braquage. José aimerait connaître l'emploi du temps d'Akram le jour des faits. Mais un nouvel élément va venir tout bouleverser. Donc il a quitté votre domicile à quelle époque? En janvier. En janvier? Vous êtes sûr de ça? Le premier vol à main armée a eu lieu quelques jours après la séparation d'Akram et de sa compagne. La femme ne pourra sans doute pas en apprendre plus à l'enquêteur. Alors José va changer de tactique et essayer d'obtenir d'elle les noms des fréquentations de son ex-compagnon. Bon, je vais montrer les photos là. Je vais te donner des noms, tu vas me dire si ça te dit quelque chose. Tu connais pas? La technique de l'enquêteur est parfaitement rodée. Au milieu de tous ces noms, il a glissé celui du troisième homme que les policiers suspectent.
Grâce à la facture détaillée du téléphone de cette femme, les enquêteurs savent que plusieurs SMS ont été échangés avec cet individu le jour du premier braquage. Alors maintenant, José aimerait savoir qui se trouvait à l'autre bout du fil. Il y a quand même un problème à ce moment-là, parce que c'est votre téléphone, vous l'avez appelé au moins 15 fois, le mec. Je sais pas, je suis pas au courant, je peux rien vous dire. Bah, c'est pas un hasard. Le mec, il habite à 200 mètres de là où il y a le vol à main armée, par hasard. Sur votre téléphone. Peut-être qu'il pensait tomber sur marqué, hein. Ça lui est arrivé de t'emprunter ton téléphone pendant un petit bout de temps, hein? Ouais. La femme n'en dira pas plus. Fin de l'audition. À demi-mot, l'ex-compagne d'Akram a avoué à l'enquêteur qu'il se servait parfois de son téléphone portable. Merci bien. Alors elle dit que lui, il se servait de son téléphone. Je veux bien la croire, hein. Tu mets bien ses cigarettes, un peu contre son téléphone. C'est quand même un drôle d'animal, quoi. Cette nouvelle information pourrait confirmer l'hypothèse des policiers. Selon José et Stéphane, Akram, à gauche, aurait donc braqué le premier tabac et son petit frère, ici à droite, le second. Quant au troisième homme, son rôle dans toute cette affaire reste encore à déterminer. Mais après 4 mois d'enquête, José et Stéphane arrivent au bout de leurs investigations. S'ils veulent confondre les suspects de ces 2 braquages de bureaux de tabac, les policiers vont devoir les interpeller et trouver des preuves matérielles. Mais cette opération délicate nécessite l'aval du procureur. C'est donc un simple coup de fil qui va décider de l'avenir de toute leur enquête. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Voilà, je vous fais juste un point sur les vols à main armée qu'on a en stock en ce moment, là, les deux, sur... Donc ils sont traités de façon distincte, les deux. Par contre, on avait fait un lien entre les 2 affaires. Parce que dans les 2 affaires, l'agresseur a la même taille. Il y en a un qui est un peu plus frêle que l'autre, c'est un mec. Ça correspond avec les vidéos qu'on a, donc ça se tient. Vous m'avez demandé la téléphonie de... Pendant le braquage, il y a un laps de temps de 2 heures où il n'utilise pas son téléphone. Voilà. Pendant 10 longues minutes, Stéphane va énoncer un par un tous les éléments du dossier. L'objectif des policiers est de convaincre la procureure de les laisser finir leur enquête. On tourne autour, mais on n'a pas des tonnes de choses. Malgré. Non, ce qui serait intéressant, c'est les perquis, mais il y en a plusieurs. Si vous trouvez en perquis, on est cuit, mais de toute façon, on n'aura pas jamais beaucoup plus, quoi. Non. Donc il faut aller me chercher le peut-être que l'autre, il est en maison d'arrêt. Le permis d'extraction, celui-là, je vous le faxe. D'accord. La procureure a tranché. Les policiers ont le feu vert pour auditionner les 2 frères. Quant au troisième homme, les éléments sont encore trop minces pour pouvoir l'appréhender. Non, mais ça, il faut qu'on travaille vraiment sur la garde à vue, quoi. Ouais, voilà. À bientôt, au revoir, madame. Merci. Du même avis, en fait. Mais elle insiste sur le fait qu'il faut qu'on ait quelque chose de positif sur les perquisitions, quoi. On a beau bien faire des PV, on a beau bien... ça fera light, quoi. À moins qu'on ait un aveu sur les auditions. Le procureur, lui, il n'ira pas devant un tribunal avec des faisceaux d'indices, même si... Il veut des éléments matériels. Voilà, il faut des éléments matériels. Voilà, pour le moment, on n'a pas. José et Stéphane ont réussi à convaincre la procureure, mais rien n'est joué pour l'instant. Bien au contraire, désormais toute l'affaire repose sur le résultat des perquisitions et gardes à vue à venir. Si les enquêteurs ne trouvent rien au domicile des suspects et s'ils n'obtiennent pas d'aveu, leur enquête pourrait s'arrêter définitivement. Le lendemain, toute la brigade est mobilisée pour une perquisition décisive. Dans moins d'1 heure, les hommes de la crime vont peut-être enfin trouver les preuves qu'ils recherchent depuis plusieurs mois. Celles qui leur permettront de mettre un terme à une série de braquages qui traumatisent les petits commerçants de Mulhouse. Les suspects sont 2 frères. Là, partout où on va, c'est un rez-de-chaussée. À gauche, je vous ai l'adresse. Il y a 2 sorties, il y a 2 balcons, donc il faudra 4 personnes dehors. Ouais, il faut tout verrouiller. Alors, Flo devant, Olivier derrière, Arnaud derrière. Ça, Isa, tu connais les fringues, t'as vu? Tu rentres avec Stéphane, moi et Bibi. Si Akram est déjà en prison, son petit frère habite chez lui. C'est donc là-bas que les enquêteurs comptent se rendre ce matin. Les policiers sont nerveux. Le suspect pourrait être armé. Après la pause, José et Stéphane vont peut-être enfin découvrir les preuves qu'ils recherchent depuis le début de leur enquête. Dans leur collimateur, 2 frères suspectés d'avoir commis une série de braquages dans les bureaux de tabac de Mulhouse. C'est la police. C'est quoi ton place?
Mais en sont-ils vraiment les auteurs? J'ai rien volé, j'ai rien. Non, toi, tu fermes ta gueule. Réponse dans quelques minutes sur D8. Ce matin, toute la brigade est mobilisée pour une perquisition décisive. Dans moins d'une heure, les hommes de la crime vont peut-être enfin trouver les preuves qu'ils recherchent depuis plusieurs mois. Celles qui leur permettront de mettre un terme à une série de braquages qui traumatisent les petits commerçants de Mulhouse. Les suspects sont 2 frères. Là, partout où on va, c'est un rez-de-chaussée. À gauche, José, il a vérifié l'adresse. Il y a 2 sorties, il y a 2 balcons, donc il faudra 4 personnes dehors. Il faut tout verrouiller. Alors, Flo devant, Olivier derrière, Arnaud derrière. Ça, Isa, tu connais les fringues, t'as vu? Tu rentres avec Stéphane, moi et Bibi. Si Akram est déjà en prison, son petit frère habite chez lui. C'est donc là-bas que les enquêteurs comptent se rendre. Les policiers sont nerveux. Le suspect pourrait être armé. Donc on cherche un mec qui a fait un vol à main armée. Hein. Donc quand on rentre, comme d'hab, s'il y a du monde, toutes les personnes présentes vont dans une pièce et on reste à 2 sur le mec. Hein. Ouais. Avec cette perquisition, José et Stéphane espèrent trouver au domicile des 2 frères un vêtement ou une arme qui aurait pu servir à l'un des 2 braquages. À quelques minutes de l'interpellation, les policiers ont bien compris qu'ils jouaient leur dernière carte. Tout se joue maintenant, quoi. Soit on est dans le vrai, soit... Non, en fait, on a marqué l'essai là, faut juste qu'on transforme. Tu vas derrière, là-bas? Attends, je vais lui montrer. Dans la cour? Ouais. Je te montre. Ok. Ferme pas Dodo. Si, c'est bon, ça s'ouvre. Oh. Il est 6 h du matin, l'heure légale pour intervenir. Les policiers veulent cueillir au saut du lit le frère d'Akram, celui qu'ils soupçonnent d'avoir commis le 2e braquage. Comme l'homme est peut-être armé, l'interpellation doit être rapide pour qu'il n'ait pas le temps de réagir. La police. Bonjour. Bonjour, madame. Visiblement, le frère d'Akram n'habite pas seul. Alors les enquêteurs partent à sa recherche aux 4 coins de l'appartement. C'est la police. C'est quoi ton blast? Il est où? Ce jeune homme n'est pas le suspect. Alors Stéphane ne perd pas une minute et bondit hors de la chambre à sa recherche. Quelques secondes plus tard, l'enquêteur met enfin la main sur le frère d'Akram. À moitié endormi, l'homme n'oppose aucune résistance. Donc, on est de la brigade criminelle, le commissariat de Mulhouse. Donc là, il est 6h10, on t'interpelle pour faire le vol à main armée. Non, monsieur. Attends, explique-moi. J'ai rien volé, monsieur. J'aime pas voler. Tu t'expliqueras au commissariat. Le domicile des 2 frères est en fait l'appartement de leur mère. Une maman encore sous le choc. Ils viennent pas comme ça. J'ai rien volé, j'ai rien. Ils viennent pas ici pour rien, je dis, franchement. Je commence la perquise. Maintenant que l'homme est maîtrisé, les policiers peuvent passer à la phase la plus importante de leur opération, la perquisition. S'ils soupçonnent cet homme et son frère d'être les auteurs des 2 vols à main armée, ils n'ont pour l'instant aucune preuve à leur encontre. Moi, je sais que j'ai rien fait et j'espère que ça va aller vite. José et ses collègues vont fouiller chaque armoire, chaque tiroir, à la recherche du moindre élément et notamment des vêtements portés par les braqueurs. Des habits qu'ils ont pu clairement identifier sur les images de vidéosurveillance. À savoir, un pantalon de survêtement bleu de marque italienne, un sweatshirt de couleur sombre aux inscriptions fluorescentes orange, ainsi qu'une veste de survêtement avec le logo d'une marque automobile sur le devant et au dos, celui d'une compagnie aérienne. Après quelques minutes de fouille, José va trouver au milieu des vêtements du frère d'Akram un accessoire qui l'intrigue fortement. C'est quoi ça? Oh, c'est rien de grave, c'est quand on joue. Non, mais c'est rien. Oh, C'est rien de grave. Donc ça, on le récupère, hein, d'accord? Oui, non, il n'y a pas de souci. Ok. On va. Une cagoule artisanale. C'est bon ça. L'enquêteur vient de mettre la main sur une cagoule faite maison. Un élément intéressant.
car lors du deuxième braquage, le voleur était cagoulé. Ouais, madame, vous pouvez venir avec moi, madame, j'ai une question à vous poser. Pendant que ses collègues continuent la fouille, José entraîne la mère des deux suspects à l'écart pour l'interroger. Son objectif, trouver des vêtements ayant appartenu à Akram. Comme l'homme est déjà en prison, il se pourrait que ses affaires ne soient pas dans l'appartement. Est-ce que a des affaires ici? Il est en maison d'arrêt? Oui, est-ce qu'il a des affaires à lui ici? Oui. Est-ce qu'il est domicilié ici? Oui, là. D'accord, super. Voilà. C'est tout. Impeccable. Bonne nouvelle pour José. Akram a laissé une partie de ses affaires chez sa mère. L'enquêteur va peut-être enfin trouver ce qu'il est venu chercher. Une preuve lui permettant de rattacher cet homme au premier vol à main armée. On s'excuse de faire un peu le bazar, madame, hein, mais bon. Mais dans les affaires d'Akram, aucune trace de la veste de survêtement, ni du pantalon bleu de marque italienne. Pendant ce temps-là, dans la pièce d'à côté, le petit frère clame toujours son innocence. Moi, je sais que je l'ai pas fait. Donc, si vous savez ce que je fais, vous savez que j'ai pas fait ça, non. Allez, mais je t'ai déjà dit, il y en a combien? J'en connais pas un qui va me dire au saut du lit, oui, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Voilà, monsieur, voilà. Après une heure de perquisition, les enquêteurs repartent avec le suspect et une cagoule artisanale. Pas de temps à perdre, car au vu des éléments en leur possession, les policiers n'ont que 24 heures, le temps de la garde à vue, pour tenter d'obtenir des aveux de la part de l'un des deux frères. Une demi-heure plus tard, Akram arrive à son tour dans les sous-sols du commissariat de Mulhouse. Les policiers l'ont fait sortir de prison pour l'entendre sur la série de braquages commis dans les bureaux tabac de la ville. Mais si, on va t'écouter, attends, je voulais un avocat. Tu voulais un avocat? On va t'écouter sur le jeu, madame. Pas de problème. Akram est visiblement surpris d'être ici. Et depuis sa sortie de la prison, il est en larmes. Mais ce voyou multirécidiviste est un habitué des gardes à vue. L'audition s'annonce difficile pour José. Bon, il est pas tranquille, hein. Il est pas tranquille. Il nous joue les guerres effarouchées, c'est au moins sa 35e ou 40e garde à vue. Les mecs, ils ont l'habitude. Le seul truc, là, c'est qu'il est en prison déjà. Voilà, et là, il n'a pas envie d'en reprendre encore un peu. C'est ça le problème, en fait. Ça pourrait le pousser à... Ah oui, à nier jusqu'au bout. Aller dans ses retranchements, il tremble, il pleure, il jure sur sa mère. Voilà. Donc, il sait déjà qu'il est au ballon. Donc là, tout va se jouer pendant les auditions. Ouais. Alors, pour tirer le maximum de ces auditions décisives, José et ses collègues revoient une dernière fois tous les éléments de l'affaire. Quelle est l'équation? Les deux. Là, on sait que rien. Lui, il se fait foutre à la porte par sa bonne femme le 31 janvier de cette année. Voilà. Le premier braquage, il a eu le 6 février, 6 jours plus tard. D'accord? C'est elle qui lui donnait ses sous pour qu'il se paye ses cigarettes. Là, à partir du 31, fini. Hop, elle coupe les ponts. Peut-être que si c'est peut-être la brèche, là, si on le prend là-dessus. Les dates, les faits, la similitude, les domiciles des deux, les croisements entre les deux affaires, finalement, et entre les deux frangins. On voit que tout est imbriqué, quoi. Mais, on a un élément matériel, malheureusement... C'est pas la première fois, José. Hein. Pas la première fois. Lors de la perquisition au domicile des suspects, les enquêteurs ont trouvé une cagoule. Mais cet élément ne prouve en rien leur implication dans les deux vols à main armée. Allez, viens. Alors les policiers vont devoir questionner les deux frères pour tenter d'obtenir des aveux. Et José va commencer par entendre Akram, le frère aîné, celui qui est suspecté d'avoir commis le premier braquage. Pour José, cette première audition est déterminante, mais l'enquêteur est parfaitement rodé à l'exercice. Alors face au suspect, d'un simple regard, il pose déjà les règles de ce que seront leurs échanges à venir. Ah, il avait pu me parler? Hein? Enlève la main de tes poches alors. Voilà. L'enquêteur va commencer son interrogatoire par quelques vérifications. Est-ce que vous pouvez me parler de votre situation personnelle, là, à l'heure qu'il est là? Vous êtes en prison actuellement. Oui. Voilà, pour quelle raison? Pour violence conjugale. Depuis quand? Depuis le 13 janvier, je crois. Akram vient de confirmer aux policiers qu'il était bien en liberté lors du premier vol à main armée. Mais combien tu mesures? Sur 1m82. C'est précis, ça, c'est bien. Moi, c'est ce qui a marqué dans ma carte d'identité. Une taille qui pourrait correspondre à celle du braqueur.
Car souvenez-vous, lors de leur enquête, les policiers avaient estimé la taille du malfaiteur à plus d'1,80 m. Alors José va tout de suite chercher à savoir si Akram fréquentait le bureau de tabac où a eu lieu le braquage. Est-ce que vous connaissiez le tabac qui tuait rue de... Ouais. Ouais. Vous y alliez? Pardon? Vous y alliez? Ouais, de temps en temps, ouais. Pour faire quoi? Pour acheter des cigarettes. Quoi comme cigarette? L'homme assis en face de José est un habitué des gardes à vue. En 11 ans, il a déjà commis 35 délits. Alors l'enquêteur va vite lui révéler pourquoi il est entendu. Donc, est-ce que t'as commis un vol à main armée dans ce débit de tabac? Non. Là, je vais capter l'affaire, monsieur. Franchement, vous vous êtes trompé de personne. J'ai rien à voir avec cette histoire. Sincèrement, sur la tête de mes gosses, monsieur, j'ai jamais eu besoin de ma vie d'aller voler avec une arme. Ça n'a jamais été mon délire d'aller braquer, monsieur. J'ai une parole. Je me mets à genoux, je vous brasse même les pieds. C'est pour vous montrer que je vous mens pas. Écoute, écoute-moi, je vends une florette, je suis de bon père de famille, pas de... Stop, arrête. Regarde-moi, j'ai pas un nez rouge, j'ai 15 ans de boîte, des mecs comme toi, j'en entends tous les jours. Voilà, donc on va se contenter questions-réponses. Maintenant, si t'es là, c'est qu'on a des billes. Je te le dis, hein, voilà, c'est la brigade criminelle, ça fait 6 mois qu'on enquête, c'est pas pour... voilà, hein. L'audition commence plutôt mal pour José. Après un quart d'heure, Akram est en larmes et tente de se justifier. Mais l'enquêteur ne doit pas se laisser déstabiliser. Alors il reprend le cours de l'interrogatoire comme si de rien n'était. On a quand même un souci. Parce que le VMA, le vol à main armé rue de... T'as été dénoncé, mon gars. Ça doit être un jaloux alors. Ça doit être un gars qui veut me mettre des bâtons dans les roues. Je sais, je te dis, j'ai rien à... Un jaloux de quoi? Je sais pas, franchement, je sais pas, monsieur. Malgré cette révélation, le suspect ne vacille pas, bien au contraire. Il va même riposter en pointant du doigt les failles du dossier. Il faut des preuves, monsieur. Il faut faire quelque chose. Ramenez-moi une personne, elle me confirme, elle me dit oui, c'est vous. Tac, t'es habillé comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça, monsieur. Je vous dis que c'est pas moi. Mais sur la tenue, je vous parle honnêtement, monsieur. Depuis avant, vous me pleurez, non, tu pleures. Écoute-moi! Oui, Des preuves, des billes, on en a plus qu'il n'en faut. D'accord? Alors stop. Mais au contraire, José sait qu'il n'en a pas beaucoup. Si l'enquêteur continue sur ce terrain, Akram pourrait se renfermer sur lui-même. Un risque que le policier ne peut pas prendre. Car sans aveu, l'enquête pourrait s'arrêter net. Alors José va changer d'approche, en s'intéressant désormais à l'entourage du suspect. Est-ce que vous utilisez le téléphone de votre épouse? Enfin, de votre concubine? Avant, ouais. Enfin, de temps en temps. La technique de José semble être la bonne. En une phrase, Akram vient de donner une information importante à l'enquêteur. Car après avoir épluché la facture détaillée du portable de sa compagne, les policiers s'étaient aperçus que le téléphone se trouvait à proximité du bureau de tabac braqué peu de temps avant et 2 heures après le vol. Autre élément troublant, cette même journée, plusieurs SMS avaient été échangés entre ce téléphone et celui d'un voyou bien connu des services de police. Une information que José compte bien exploiter. Bon, est-ce que tu connais... Ouais, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Je pense que ça dit quelque chose, puisque vous étiez vachement au téléphone. Akram connaîtrait donc cet homme, un individu déjà mis en cause pour violence avec arme. José est peut-être sur une piste, alors il va essayer d'en savoir plus. Tu sais où il habite? Si je ne me trompe pas, c'est il habite sur le pont. Il habite au quartier. Non, quartier là-bas, vers le... Je confonds, monsieur. Je comprends pas. Bah non, on a dans ton téléphone, donc tu confonds pas. Après 1 heure d'audition, l'enquêteur sent que l'homme n'en dira pas plus pour le moment. Alors le policier décide de le renvoyer en cellule. Mais avant, José tient à lui faire comprendre qu'il n'en a pas encore fini avec lui. Écoute-moi, mon garçon. J'ai regardé avant que tu arrives ici. 35 fois t'es passé en garde à vue ici. Ouais. Même quand t'étais pris la main dans le sac, quand tu étais mioche, c'était jamais toi. Chaque fois. Écoute-moi. Oui, Commissaire. toujours, oui. Non, monsieur le commissaire. Je regarde, mes lèvres, elles bougent encore. Chaque fois, t'as commencé par te défendre comme ça. Ouais, j'ai rien fait, monsieur. À chaque fois, ok? Donc, t'es dans ton classique, je suis dans le mien. José n'a peut-être pas obtenu d'aveu, mais il a déjà récolté quelques informations intéressantes.
De son côté, Stéphane tente de faire parler le petit frère d'Akram, celui suspecté d'avoir commis le deuxième braquage. Une audition qui va se révéler particulièrement instructive. Si tu as entendu parler de quelque chose, il faudra parler aussi. Hein. Monsieur, j'ai 23 ans, je suis plus un gamin. Oui, non, je sais. 2 fois en prison, je ne vais pas vous cacher les choses. Je suis rentré en 2008, je suis rentré en 2011, monsieur. J'ai mon grand frère, il a pris 1 an. Vous croyez que je vais faire une connerie encore, monsieur? Je vais laisser ma mère toute seule ou quoi? Ouais, je connais quelqu'un, quelque chose, c'est l'histoire que vous allez me raconter. Si ça me revient, sur la tombe de mon père, je balance, je dis tout, il n'y a pas de souci, monsieur. Ah, mais tu sais quelque chose alors? Tu sais rien? Attends, je vais écouter déjà ce que c'est comme histoire, monsieur. Ouais. Si ça me vient, ça me dit quelque chose, je le dis, monsieur. Ok, donc sur les faits, vous êtes en garde à vue pour une histoire de vol à main armée qui a été commis le 3 mai 2013 dans un bureau de tabac quartier pas loin. Je connais pas, monsieur. Là, je vous dis la vérité, franchement, monsieur. J'ai jamais traîné là-bas. Tu te souviens ce que tu faisais le 3 mai? J'étais quartier comme d'hab, monsieur. On a fumé, on a bu. Ouais. On va le cacher, monsieur. Arrivé vers 5h, 6h, je suis allé voir une copine pour sortir en boîte, monsieur. Pour aller en boîte? Oui. Combien de joints avez-vous fumé cet après-midi-là en squattant? Avec la vodka. Tu picoles une bouteille de vodka tous les jours avec un autre pote, tu fumes 7 ou 8 joints et tu arrives à être précis comme ça? Tu te fous pas de ma gueule des fois, Je non? vous fous pas de votre gueule, je vous le dis. L'emploi du temps du jeune homme laisse le policier dubitatif. Alors pour tenter de le déstabiliser, il va lui soumettre une pièce à conviction trouvée dans sa chambre lors de la perquisition de ce matin. C'est quoi la cagoule qu'on a trouvée chez vous? Mon petit frère, monsieur. C'est là mon petit frère. Voilà, c'est la cagoule que je vous représente. Hein. Oui, c'est celle de mon petit frère. Oui, regardez les yeux, monsieur. Je l'ai vu à comparer à ma tête. Donc, je la représente. Réponse, c'est quoi alors? C'est mon petit frère, il fait de la moto avec? Oui. Au fil des minutes, le petit frère d'Akram se montre serein et coopératif. Une attitude qui joue en sa faveur, d'autant que la cagoule ne semble pas lui appartenir. Alors Stéphane va maintenant interroger le jeune homme sur le premier braquage. Pour les policiers, ce serait Akram qui l'aurait commis, mais ils doivent obtenir des informations pour le prouver. Alors, si je t'annonce que c'est ton frère qui est l'auteur du vol à main armée commis le 6 février 2013... J'ai rien à voir avec lui. Peut-être c'est lui qui l'a fait, monsieur. Je ne vous le cache pas, peut-être. En tout cas, moi, il ne m'en a pas parlé de cette histoire. Je ne sais pas si c'est lui. Mais si c'est lui, c'est là où on pouvait l'écrire, monsieur. Tant pis pour lui, monsieur. Mais moi, je sais que j'étais pas avec. Le frère d'Akram semble disposé à ne rien cacher à l'enquêteur. Une chance que Stéphane ne compte pas laisser passer. Le sort de toute l'enquête se joue peut-être maintenant. Votre frère, il porte beaucoup de vêtements de sport, hein? Ouais. Que vous avez déjà vu votre frère avec un haut de jogging avec le logo en orange Non. et un logo jamais, ça vous dit rien. Vous connaissez personne qui a ça? Non, jamais. Depuis 4 mois, les enquêteurs recherchent ce haut de survêtement spécifique qui appartiendrait au premier braqueur. Pour le moment, ni les auditions précédentes, ni la perquisition de ce matin n'ont permis de le retrouver. Mais le frère d'Akram va, sans le savoir, mettre les enquêteurs sur une nouvelle piste. Puis la prison qu'il est en prison, ben, ses affaires, ils sont chez mon oncle, ils sont... Ouais, celui qui habite près Et de... l'handicapé, lui. Stéphane vient d'apprendre qu'une partie des affaires d'Akram se trouverait chez son oncle. Se pourrait-il que les vêtements ayant servi au premier braquage y soient encore? Les policiers décident de se rendre immédiatement sur place. Vous prenez des gens du GVP pour vous assister dans la perquise. En chemin, Stéphane rappelle à sa collègue Isabelle les vêtements qu'ils doivent chercher au domicile de l'oncle. Bon, on cherche un pantalon de Girassini bleu Ouais, celui-là de... avec oui, les cuissons blancs et puis toujours le pull. et le haut de survêt, ça se dit data. Si on trouve tout, c'est le top. Si on en trouve qu'un, c'est bien. C'est juste en face, c'est là qu'il habite. Lors du premier vol à main armée, Akram était hébergé dans cette maison, chez son oncle. Les enquêteurs espèrent que cette fois-ci, la perquisition portera ses fruits. La maison semble inoccupée. Mais après quelques minutes d'attente, la porte d'entrée s'ouvre enfin. Bonjour. Comment c'est que Raz, il est venu chez vous? Plusieurs fois, hein? Ah, c'est mes neveux. L'oncle du suspect est handicapé et vit avec son cousin. Après s'être présenté, les enquêteurs vont commencer leur fouille par le premier étage de la maison.
Ouais, mais on regarde, monsieur, vous n'en faites pas, on regarde. D'accord. On prend rien. On sait, hein. Oui, d'accord. Voilà. Au bout de quelques instants, Isabelle, la collègue de José, remarque un placard rempli d'habits de sport. Sur une des étagères, l'enquêtrice va trouver un pantalon de survêtement bleu qui pourrait correspondre à celui porté par le premier braqueur. Les policiers doivent maintenant déterminer à qui il appartient. Et celui-là? Pourquoi s'acheter des grandes tailles comme ça C'est mon handicap, c'est pour qu'on ne voit pas ma maigreur, c'est tout. L'homme affirme aux policiers que ce bas de survêtement est à lui. Alors Stéphane aimerait savoir si Akram aurait pu lui emprunter. Par contre, là, vous m'avez dit, donc là, cette colonne-là, c'est à vous, on est d'accord Ça, c'est à mon cousin. C'est à mon neveu. Oui, Donc ça, là, c'est à moi. c'est à vous. Donc il était dans la colonne, d'accord. Personne n'a jamais mis. Non, mais les neufs, oui. Mais en continuant d'interroger l'oncle du suspect, les policiers vont apprendre une information qui va s'avérer décisive pour le reste de leur enquête. Il pouvait accéder ici pour Ah quelque oui, chose. il m'a déjà volé des habits par contre aussi. Ah bon Voilà. Ah, mais sympa. Ah oui. Sacré nœud. Ah oui. Ah, c'est Sympa le... Je voulais plus à la maison. Donc celui-là, on le récupère, hein, monsieur. Cet aveu permet aux enquêteurs de saisir le pantalon comme pièce à conviction. D'autant qu'une autre découverte, beaucoup plus embarrassante, va retenir l'attention des policiers. Attends, il y a un truc là-dedans. C'est à qui ça? Dans quelques instants, sur D8, José et Stéphane vont devoir mener des auditions déterminantes. À qui appartiennent ce revolver et ce pantalon de survêtement bleu? Exactement pareil, hein, mon gars. C'est exactement la même taille, hein. Je vous le promets, moi-même, je n'ai jamais vu la tête d'un mec. Les enquêteurs n'ont que quelques heures pour obtenir des réponses à leurs questions. Sur une des étagères, l'enquêtrice va trouver un pantalon de survêtement bleu qui pourrait correspondre à celui porté par le premier braqueur. Les policiers doivent maintenant déterminer à qui il appartient. Et celui-là? Pourquoi s'acheter des grandes tailles comme ça C'est mon handicap, c'est pour qu'on ne voit pas ma maigreur, c'est tout. L'oncle du suspect affirme aux policiers que ce bas de survêtement est à lui. Alors Stéphane aimerait savoir si Akram aurait pu lui emprunter. Par contre, là, vous m'avez dit, donc là, cette colonne-là, c'est à vous, on est d'accord Ça, c'est à mon cousin. C'est à mon neveu. Oui, Donc ça, là, c'est à moi. c'est à vous. Donc il était dans la colonne, d'accord. Personne n'a jamais mis. Non, mais les neufs, oui. Mais en continuant d'interroger cet homme, les policiers vont apprendre une information qui va s'avérer décisive pour le reste de leur enquête. Il pouvait accéder ici pour Ah quelque oui, chose. il m'a déjà volé des habits par contre aussi. Ah bon Voilà. Ah, mais sympa. Ah oui. Sacré nœud. Ah oui. Ah, c'est Sympa le... je voulais plus à la maison. Donc celui-là, on le récupère, hein, monsieur. Cet aveu permet aux enquêteurs de saisir le pantalon comme pièce à conviction. D'autant qu'une autre découverte, beaucoup plus embarrassante, va retenir l'attention des policiers. Attends, il y a un truc là-dedans. C'est à qui ça? Alors là, je suis pas au point de ça. Il est pas venu tout seul là? Désolé, c'est pas moi qui l'ai appelé. Oh, bingo. Flingo, tu nous assures que c'est pas toi? Ah oui, je crois que... On est d'accord. L'arme retrouvée ne correspond pas au pistolet utilisé lors du premier braquage. Mais si les enquêteurs arrivent à prouver que cette arme appartient à Akram, ce nouvel élément pourrait peut-être leur servir dans une autre affaire. Pour José, le bilan de cette perquisition est plutôt positif. Ben, c'est bon là. Hein, on a retrouvé de bas de survêtement et une arme qui a été cachée dans un tapis là où l'aurait lié. Donc là c'est bien. Grâce à ces nouveaux éléments, José et Stéphane ont obtenu une prolongation de 24 heures de la garde à vue des suspects. La journée du lendemain s'annonce cruciale. Après une nuit passée en cellule, Akram est particulièrement tendu. À ses yeux, les enquêteurs n'ont aucune raison de le garder plus longtemps. Et avant de rentrer en audition, il annonce déjà la couleur à Stéphane. Moi, je vous dis franchement, quand je redescends en bas, je dis qu'il y a un bordel que vous avez jamais vu ça. Ok. Ouais, je vous dis franchement. Allez. Et vous pouvez la faire, je suis en prison. Vous allez voir. Tiens, c'est par là.
Suite à la perquisition chez l'oncle du suspect, José aborde cette nouvelle audition plutôt confiant. Akram va devoir s'expliquer sur les nouveaux éléments que les enquêteurs viennent de trouver. Est-ce que tu peux me parler de ton oncle? Ouais. Il m'a hébergé 2-3 fois chez lui. Quand? Quand j'avais des problèmes avec ma femme. Quand? Franchement, en février. Justement, ce matin, quand on est allé au domicile de ton oncle, dans l'endroit où tu étais, on a trouvé une arme de poing. Une arme de pointe? Ouais, une arme de poing, pas de pointe. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Ça, c'est pas la mienne, c'est peut-être la sienne. Ton oncle, qui est handicapé, qui fait 40 kilos tout mouillé. Ouais, justement, peut-être pour se défendre. Non, mais c'est pas la mienne. Un couteau au pinet. C'est pas ça. Eh, une arme de poing. Est-ce que c'est une arme de poing? Un revolver. Ton oncle, il est handicapé, il tient à peine debout. Tu crois vraiment qu'on va croire que c'est son arme? Et lui, il nous a dit que c'était pas la sienne. Il avait jamais vu l'arme. Et c'est ni la mienne, monsieur. Je vous promets, c'est ni la mienne. Akram nie tout en bloc. Pour lui, ce revolver appartiendrait à son oncle. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans la pièce d'à côté, son frère semble avoir une vision bien différente de cet oncle. Est-ce que tu peux me décrire physiquement ton oncle? Il est maigre. Maigre. Malade d'une jambe. Il est maigre, handicapé quoi. Il est handicapé, voilà. Et là, son cœur, il s'affaiblit. Ils vont lui mettre comment ça s'appelle le cœur, là. Ouais, Le bootmaker, là. Ouais, d'accord. Ok, il est malade du cœur quoi. L'oncle d'Akram est handicapé et malade du cœur. Un profil qui ne correspond pas vraiment à celui d'un possesseur d'armes à feu. José va donc tenter d'obtenir des aveux de la part d'Akram. Mais l'homme garde son aplomb et n'en démord pas. Cette arme n'est pas la sienne. Ton oncle, il fait 1m30, ton oncle, il est haut comme ça, ton oncle. Ouais, c'est pas... D'accord. Je sais combien il est. Il arrive rien à tenir? Parce qu'il est handicapé complètement, ton oncle. Alors ton oncle, il a une arme qui fait 3-4 kilos, hein, tranquille. Ah, ils sont handicapés. Il a dit... Non mais je te le dis, bah, c'est pas lui, là qui c'est? Mais c'est comme par hasard, il a été retrouvé emballé dans une tête d'oreiller sur laquelle tu dormais. Si Akram campe sur ses positions, son frère, lui, va donner à Stéphane une toute autre version des faits. Je te présente une arme, qu'est-ce que tu peux dire? Ça, monsieur, moi-même, je ne l'ai jamais vu. Je vous le promets, moi-même, je ne l'ai jamais vu, la tête d'un mec. Donc cette arme a été découverte ce matin chez votre oncle. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est possible que ce soit ton oncle qui a ramené ça? Ah mon oncle? Voilà. Quand il vivait là-bas, je vous le cache pas, j'ai un profil pour ramener ça, monsieur. Cette arme a été trouvée à l'étage, qu'est-ce que t'en penses? L'étage? Ouais. Bon, comme je vous l'ai dit, je pense plutôt c'est mon frère, il a dû aller monter la cachée. Selon la déposition de son frère, Akram pourrait avoir caché cette arme chez leur oncle. Plus les auditions avancent, plus les enquêteurs pensent être sur la bonne voie. Alors José va maintenant confronter le suspect avec le bas de survêtement bleu trouvé lors de la perquisition. Un pantalon qui pourrait correspondre à celui porté par le braqueur. On a trouvé un bas de survêtement bleu clair. Alors, ça. Non, c'est pas le mien, c'est là, monsieur. C'est à qui? Ça doit être la Attends. Si l'oncle d'Akram a affirmé aux enquêteurs que ce pantalon lui appartenait, il leur a aussi appris que son neveu lui volait parfois des vêtements. Se pourrait-il que le suspect ait emprunté ce jogging le jour du vol à main armée? C'est ce que José va tenter de savoir. Mais monsieur, je vous dis d'avance, c'est ça. Non, mais tu touches pas, tu touches pas. On va être plus petit que... Bon, tu vois qu'il est exactement pareil, hein, mon gars. Hein. C'est exactement la même taille, hein. Après vérification, le bas de survêtement bleu appartenant à l'oncle d'Akram est parfaitement ajusté à la taille du suspect. Et il a dit quoi? Il était à moi à un moment qu'il a dit? José ne dit plus rien. Le suspect non plus. L'enquêteur a peut-être touché un point sensible. Mais c'est finalement Stéphane qui va obtenir de nouvelles informations. Le frère d'Akram a senti que l'étau se resserrait autour de lui et de son frère. Et visiblement, le jeune homme n'a pas envie de plonger avec lui. Ok. Tu m'as décrit Onika avant. À part grand, costaud, il est nerveux, non? Nerveux? Ouais. Ah, nerveux quand il a passé son alcool ou sa drogue. Ça, je vous le dis.
Donc ça veut dire quoi là, quand il n'y a pas d'alcool et pas de drogue, il peut faire n'importe quoi. Il est. N'importe quoi. Il vole, il fait tout. Lui. C'est-à-dire? Il fait tout quoi? Il fait tout, il va tout faire pour avoir ça à la roue. Il va voler, il va arnaquer des petits, je sais pas, monsieur, franchement. Il va même au magasin qu'il voler son alcool, monsieur. Après, sa drogue, il doit voler quelqu'un ou il doit arnaquer quelqu'un pour acheter son bout de chip. Et il pourrait être violent alors quand il est comme ça? Un peu. Bah, soit on l'est pas. Apparemment, il a déjà frappé sa femme, hein, donc c'est pas la première fois. Hein. Et il a fait au quartier, il a déjà fait des trucs bizarres à des gens. Donc c'est possible qu'il ait fait un braquage. C'est possible, franchement, je me cache pas, je peux pas mentir. C'est possible que mon frère a fait ce braquage. Selon les informations données par son frère, Akram aurait pu réaliser le premier braquage. Mais Stéphane et José n'ont pas obtenu d'aveu probant. Malgré tout, ils considèrent avoir assez d'éléments pour rappeler la procureure. Après 48 heures de garde à vue, ce n'est plus à eux de décider de l'avenir de cette enquête, mais bien à la justice. bah, lui, il dit j'ai jamais vu cette arme, c'est pas moi qui l'ai ramenée. Donc par déduction, ça peut que être mon frère. Ensuite, il me décrit, il dit que c'est quelqu'un de violent, de très nerveux, il tremble, il pleure quand il n'a pas sa dose d'alcool et son cannabis. Tous les jours, il... Plus ou moins l'état dans lequel il était quand il est passé devant moi, quoi. Voilà, et en fait, il boit et il fume tous les jours. Hein. Et donc, quand il veut... il est connu dans le quartier pour voler à des gens qu'il connaît. Il cherche pas à se compliquer la vie. Hein. Il pique des fois des lunettes à des jeunes, il vole des téléphones, il vole de l'argent quoi, à des gens du quartier, à des connaissances, des gens qui côtoient. Et ça, tout le quartier le sait. Hein. Après avoir écouté Stéphane pendant de longues minutes, la procureure va livrer son verdict. Donc on part sur la présentation à 9h demain ? Oui, d'accord. D'accord. Et on lève la garde à vue de... D'accord, c'est bon. Allez, bonne soirée madame, au revoir. La procureure vient de le décider. Akram sera présenté au parquet demain matin. Quant à son petit frère, il va être relâché, mais pourra être entendu à nouveau par la suite. Comment vous vous sentez à l'issue de ces auditions et de la fin de la première partie? Nous Bah, c'est positif. Hein. On est satisfait. On est dans le vrai, c'est ce qu'on pensait depuis quelques semaines quand même. Hein. Voilà. Que les deux affaires sont liées. C'est pas forcément le même auteur, mais c'est lié. C'est lié, le deuxième auteur doit être dans l'entourage de Néo. Si c'est pas ce frère, c'est peut-être un autre frère. Soit c'est peut-être la personne qui apparaît sur le contact téléphonique. Là. Aujourd'hui, une information judiciaire a été ouverte. C'est désormais un juge d'instruction qui décidera du sort d'Akram. Pour vol à main armée, le suspect encourt une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.